Doit-on continuer à croître ou prendre le risque de décroître? Cette question revient de plus en plus dans le débat politique. Et pour cause. Les ravages écologiques, le dépassement des limites planétaires et la destruction des biens communs nationaux et internationaux sont directement liés au capitalisme et à ses institutions. En cherchant le profit et la croissance à tout prix, le capitalisme exploite et extrait toujours plus de ressources pour des effets de plus en plus faibles. On parlait des métaux abondants précédemment. Le fer, c'est à peu près 30 à 60% à la louche. Si on arrive dans une mine de fer, il y a 30 à 60% de fer. Après, on va aller vers le plomb, 1 à 12%, donc 1 à 12%. Donc ça veut dire que je prends 100 kg de roche, puisque j'ai 1% de plomb. Par exemple, si j'ai une mine à 1% de plomb, bah, je vais jeter 99 kg de roche. Alors après, on va commencer à aller vers les métaux qui sont un peu moins abondants. L'uranium, 0,1 à 0,3%. Donc là, c'est de pire en pire. Parfois, on entend un peu parler qui nous paraissent complètement abscons. L'indium pour les écrans plats. Là, on est plutôt dans quelques dizaines de grammes par tonne. C'est vraiment des tout petits ordres de grandeur. Et donc, en plus, plus le temps avance et plus les teneurs qu'on vient de discuter, bah, elles diminuent. C'est-à-dire que les gisements qui, à l'époque, on nous disait « Oh, t'as trouvé un gisement à 6% cuivre », et ben aujourd'hui on va dire « Ah, mais c'est super, t'as trouvé un gisement à 2% cuivre ». Et puis si on continue ce qu'on est en train de faire là, et ben dans quelques années on nous dira « Ah, c'est super, t'as trouvé un gisement à 0,1% de cuivre ». Et c'est ça en fait la tendance qui est en train de se présenter devant nous. Mais la décroissance n'est pas beaucoup plus rassurante. Jusqu'ici, les rares exemples de décroissance ont été des récessions. Et c'était loin d'être beau à voir. Bref, dans les deux cas, on a l'impression de perdre quelque chose de vital. Si on choisit la décroissance, on devient faible, dépendant et dominé. En diminuant notre consommation énergétique, on diminue forcément notre production industrielle et notamment notre production d'armement. On perd les moyens de se défendre et de garder notre qualité de vie. Mais si l'on choisit la croissance, on sacrifie nos paysages, notre santé, nos traditions et nos liens. On transmet un monde saturé et épuisé, où l'homme n'est plus qu'un rouage d'une immense machine économique. Avant d'aller plus loin, posons un peu les bases. Quand on parle de croissance économique, on parle simplement de l'augmentation de la production de biens, donc ça peut être des voitures, du blé, des t-shirts ou du béton, et aussi la production de services dans un pays. Donc ça peut être des médecins qui soignent, des chauffeurs de bus qui transportent ou des développeurs qui codent des applications. En gros, la croissance, c'est juste est-ce qu'on a produit plus de trucs cette année que l'an dernier. Pour le mesurer, on utilise le PIB, le produit intérieur brut. C'est la somme de toutes les valeurs ajoutées créées dans le pays pendant un an. Comme les prix changent tout le temps, on enlève l'effet de l'inflation pour comparer ce qui est comparable. Bref, en gros, la croissance, c'est juste un thermomètre qui mesure la quantité de richesse produite, ça dit rien de la qualité de cette richesse, ni de son impact sur la planète ou sur notre bien-être. Pour ce qui est de la décroissance, je laisse Timothée Paré, qui est un économiste spécialiste et référence sur le sujet, la définir. Alors je vais déjà définir le terme. La décroissance, c'est une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifiée démocratiquement, dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Donc cette définition, elle a 5 éléments. La première, c'est quelque chose d'assez factuel. La décroissance, c'est une réduction de la production et de la consommation. Ça peut être, et on verra après, la réduction de la surconsommation des classes aisées, la réduction de la production de certains secteurs indésirables, pour alléger l'empreinte écologique. Là, c'est déjà une première spécificité de se dire la décroissance doit être sélective, où on va venir viser les productions et les consommations qui sont les plus intenses en ressources naturelles. On ne fait pas pour le plaisir, on peut voir qu'il peut y avoir des co-bénéfices sociaux, mais l'une des premières raisons quand même, c'est parce qu'on est en surchauffe, qu'on n'arrive pas à se soutirer de cette surchauffe parce que les politiques de croissance verte n'ont pas fonctionné, et donc il va falloir essayer quelque chose de plus. Et l'autre aspect, on l'a vu, c'est l'aspect intergénérationnel, de maintenir notre capacité à contenter dans le futur. Bon, je suis pas 100% d'accord avec la définition de Parik, mais admettons, on en reparlera. Suivre la logique de la décroissance, c'est accepter de diminuer notre puissance économique, industrielle et militaire. Mais un pays appauvri ne choisit plus son destin. Regardez la Grèce en 2012, chômage à 25%, hôpitaux sans médicaments. Regardez le Liban, coupure d'électricité quotidienne, file d'attente pour avoir de l'essence, etc. Dans ce monde compétitif, cela veut dire dépendre d'autres puissances pour notre énergie, nos médicaments et nos technologies. On l'a vu pendant le Covid, on n'avait même plus de paracétamol ni de masque, tout était délocalisé. Moins de richesse aujourd'hui, c'est moins d'emplois, moins d'innovation et moins de moyens pour protéger nos frontières ou investir dans l'avenir. C'est ça la réalité d'une décroissance subie. Vous vous retrouverez esclaves du marché, des puissances étrangères qui n'en auront rien à faire de sauver les oiseaux et les villages de Mareuil en Périgord.
Mais l'autre chemin n'est pas vraiment plus rassurant. Les villes s'étendent sans fin, les villages disparaissent. Il y a près de 600 000 hectares qui ont été artificialisés en 10 ans en France, soit l'équivalent d'un département bétonné en 10 ans. Châteauneuf-les-Moustiers, à 1000 mètres d'altitude, situé en Haute-Provence, est un village en ruine. Il n'y a plus âme qui vive. La dernière veuve est partie en 1932. Et pourtant, cette commune a encore son maire. Armand Ferrando vit en contrebas avec ses moutons. Ce berger est à la tête de Châteauneuf depuis 1974 et il tient à ses ruines. Les nappes phréatiques sont en tension, certains villages doivent être ravitaillés en eau par camion-citerne. Les inondations se multiplient, la biodiversité s'effondre. N'oublions pas quand même qu'en quelques années, nous avons éradiqué les 2 tiers des insectes, en quelques décennies, les 2 tiers des mammifères sauvages, en quelques millénaires, les 2 tiers des arbres, que depuis l'année de ma naissance, 80% de la biomasse a été exterminée, qu'environ 500 000 personnes décèdent chaque année en Europe de la pollution, que l'ONU attend 500 millions de réfugiés climatiques dans 30 ans et qu'un terrain de football de forêt disparaît toutes les 2 secondes. Et puis il y a l'exploitation humaine. Le burn-out est devenu l'une des premières causes d'arrêt de travail, les dépressions explosent chez les jeunes et nos rythmes de vie deviennent intenables. Tout ça pour faire croître un PIB qui ne mesure même pas notre bien-être réel, mais qui nourrit des économies physiquement obèses, incapables de s'arrêter. Alors je vais recommencer ma règle de 3, mais cette fois-ci, je dis que le CO2 mondial est égal à lui-même. Ensuite, je vais le diviser et le multiplier par la quantité mondiale, par la consommation mondiale d'énergie. Je vais multiplier et diviser par le PIB mondial, et je vais multiplier et diviser par la population mondiale. Donc ce que je viens de faire apparaître, c'est que les émissions mondiales de gaz carbonique sont égales au produit de 4 termes. À droite, le domaine des démographes, ensuite celui de M. Jacques Attali, et ensuite, le royaume des ingénieurs, c'est-à-dire l'intensité énergétique de l'économie. Combien est-ce que les ingénieurs sont capables de me faire des cafetières qui consomment moins, des ampoules qui consomment moins, des bâtiments mieux isolés, etc. Et combien est-ce qu'ils sont capables de me faire des dispositifs qui exploitent l'énergie de l'environnement en mettant moins de CO2 dans l'atmosphère. Je vais mettre le terme de gauche sous contrainte, et la contrainte que je vais lui coller, c'est l'objectif de Copenhague, 2 degrés. 2 degrés, ça veut dire que d'ici à 2050, les émissions de gaz à effet de serre doivent être divisées par 3 par rapport à leur niveau actuel. Et après, on va jouer au petit jeu qui est comment est-ce que je répercute la division par 3 du terme de gauche sur les termes de droite. Alors, on va commencer par faire un sondage. Qui est partisan de régler le problème en divisant la population mondiale par 3 d'ici à 2050 ? Un scénario dans lequel les gens raisonnent souvent, donc je vais me caler dessus. La population mondiale augmente de 30% d'ici à 2050. Alors ça, c'est hors grippe aviaire, chute de météorites, guerre thermonucléaire, enfin bon. Vous êtes d'accord avec moi que si à gauche c'est divisé par 3 et qu'à droite j'ai commencé par multiplier par 1,3, les 3 termes qui restent, je dois les diviser par 4. Après, je vais faire un deuxième sondage. Qui est d'accord pour qu'on divise par 4 d'ici à 2050, y compris le budget du laboratoire qui nous accueille, le PIB par personne? Ah, il y en a moins que pour la population. C'est dommage, c'est beaucoup plus probable. Alors oui, on garde les moyens de se défendre, on a des super armes, c'est génial. Mais encore faut-il qu'il reste quelque chose à défendre. C'est toute l'impasse de la droite libérale. En stimulant le capital, elle prépare une France qu'on n'aura même plus envie de transmettre à nos enfants. Oui, moi je veux réconcilier la croissance et l'environnement et la protection de l'environnement. Ce débat nous amène à l'un des plus gros dogmes libéraux, le progrès. On nous a fait croire que demain serait forcément meilleur qu'hier, que l'histoire avance dans le bon sens, que chaque génération vivra mieux que la précédente. Mais ça, c'est une fable. À chaque avancée, il y a un prix à payer. Oui, nos voitures sont plus sûres que jamais, mais l'air que nous respirons n'a jamais été aussi pollué. Oui, les soins dentaires sont accessibles et performants, mais les villes nous abîment les poumons et nous coupent du vivant. Oui, on a gagné des supermarchés pleins à craquer, mais on y achète de la nourriture bourrée de pesticides et d'additifs. Oui, on peut parler en direct avec quelqu'un à l'autre bout du monde, mais nos villages et nos coutumes se vident, se folklorisent et se vendent. Oui, on a un confort matériel jamais vu, mais on s'endette sur 25 ans pour des appartements dans des villes où il n'y a plus ni silence, ni ciel étoilé. Le progrès n'est pas gratuit, chaque gain se paye d'une perte, et aujourd'hui, ces pertes deviennent largement majoritaires. Alors que faire ? La première étape est sans doute de choisir nos dépendances, identifier les chaînes de valeur stratégiques, assurer une production souveraine dans l'armement, l'énergie, les médicaments, planifier l'énergie au niveau national et local en même temps. Ensuite, il va falloir arbitrer pour faire croître les bons secteurs et décroître les mauvais. Évidemment, on a envie de citer les bons secteurs en parlant de rénovation thermique, de nucléaire, de rail, de vélo, de frais ferroviaires, d'agriculture agroécologique, des filières locales, de l'artisanat, des filières de la réparation, mais aussi de la santé de proximité et de la prévention. Pour les mauvais, on aura envie de faire décroître les énergies fossiles,
dommage pour le nucléaire, la production des SUV, les vols courts, l'artificialisation des sols, l'agriculture industrielle, la fast fashion, la finance ou l'obsolescence programmée. Mais on oublie absolument que tous ces bons secteurs sont résolument dépendants, au moins en partie, des mauvais. La transition écologique est un mythe, puisque tous nos systèmes actuels reposent totalement sur le pétrole, le charbon, etc. pour fonctionner. Alors, transition énergétique, c'est un slogan. Ce n'est pas une notion scientifique sérieuse. Et je crois que le problème fondamental de cette notion de transition énergétique, ça fait croire que dans 20 ou 30 ans, on aura résolu le problème, qu'on aura arrêté le changement climatique, et donc on pourra passer à autre chose. Et ça pousse toute la discussion démocratique, politique et scientifique aussi sur les solutions technologiques. Transition énergétique, l'idée c'est bien de faire entièrement basculer le système énergétique d'une base vers une autre. Le problème c'est que en fait, les énergies elles sont étroitement reliées entre elles. C'est-à-dire par exemple, il n'y a pas du tout de transition du bois au charbon, comme on le raconte souvent à propos de l'industrialisation. Le bois et le charbon croissent ensemble au 19e et encore au 20e siècle. Il n'y a pas du tout de transition du charbon au pétrole. En fait, charbon et pétrole s'entraident les uns les autres. Et de nos jours, on a aussi ce genre de dynamique entre les renouvelables et les fossiles. De manière assez évidente, pour faire un panneau solaire ou une éolienne, on a besoin de matières fossiles. En plus de ça, la diminution de la dépense énergétique aura forcément des conséquences majeures sur nos structures sociales. On va prendre un seul exemple, celui de la santé. Un système médical qui est en décroissance, c'est un système médical où les progrès technologiques diminuent. Et donc, par exemple, où l'efficacité des antibiotiques diminue aussi. Et un monde où les antibiotiques sont moins efficaces, c'est un monde où la mortalité infantile augmente, par exemple. Et ça a des conséquences directes sur l'importance qui est donnée au processus de reproduction dans les sociétés humaines. Et donc à la place des hommes et des femmes dans la société. En fait, on a complètement oublié à quel point l'abondance énergétique a participé des progrès sociaux modernes, et donc à quel point un recul de celle-ci impliquera également un recul de ces progrès. Les femmes, c'est un peu spécial, parce qu'elles étaient assujetties dans le monde pré-industriel à des contraintes spécifiques par rapport aux hommes. Toute l'humanité était assujettie à plus de contraintes matérielles qu'aujourd'hui, mais les femmes, par rapport aux hommes, étaient assujetties à une série de contraintes autres du fait de leur rôle dans le processus reproductif. Si les antibiotiques risquent de perdre en efficacité dans le monde de demain, ce n'est pas exactement une conséquence de la décrue énergétique, mais c'est une sorte de métaphore de ce monde d'une énergie abondante et de cette abondance matérielle qui l'accompagne. Parce que les antibiotiques, c'est l'un des dérivés du progrès technologique et médical. On en a énormément usé et abusé, un peu comme pour l'énergie, qu'on a utilisé d'une manière vraiment très importante, peut-être parfois un peu inconsidérée. Et les antibiotiques, ça a été la solution miracle pour enrayer les maladies infantiles, etc. Et le problème, c'est que dès qu'on commence à les utiliser à grande échelle, eh bien, il y a l'antibiorésistance qui monte de l'autre côté. Parce que les bactéries, elles sont très très vieilles, elles ont plus de 3 milliards d'années, elles en ont vu d'autres. Et puis oui, la question de la diminution de la production agricole notamment, et quelle forme ça va prendre. Est-ce qu'on va réussir à éviter des famines, des manques vraiment importants pour l'alimentation des populations? Et qui dit manque d'alimentation dit baisse d'immunité. Enfin bref, il y a vraiment toute une série de facteurs qui tendent à suggérer qu'on risque d'avoir une mortalité qui va augmenter, et notamment la mortalité infantile, la mortalité des plus fragiles, des enfants qui risquent de remonter. Et ça aura beaucoup de conséquences sur le statut des femmes. Parce que pour moi, cette mortalité infantile, c'est vraiment la pierre angulaire. On y reviendra tout à l'heure. Bref, c'est quasiment impossible de prévoir ce qui peut arriver en modifiant drastiquement nos conditions matérielles d'existence. Par contre, on est à peu près sûr de ce qui va se produire maintenant qu'on a choisi de poursuivre dans le capitalisme, le libéralisme et le consumérisme. La question, c'est donc d'abord de se préparer aux futures conditions d'existence en France et dans le monde, et d'affronter les nouvelles secousses qu'implique une modification du mode de vie actuel. Et toutes ces questions sont éminemment politiques. Mais tout cela exige un pouvoir politique capable de voir loin, pas un pouvoir soumis aux puissances d'argent, pas un pouvoir qui change tous les 5 ans au gré des humeurs électorales. Un roi n'a pas besoin d'être financé par des lobbies pour être élu. Il peut incarner l'intérêt de la nation sur plusieurs décennies, planifier ce qui doit croître et décroître, et protéger l'avenir des Français sans céder à la pression du court terme. Une monarchie héréditaire se vit comme dépositaire d'un patrimoine. Elle a un intérêt direct à transmettre un pays en bon état à la génération suivante. Avec un parlement citoyen tiré au sort qui contrôle et peut opposer des vétos, avec un peuple qui dispose d'une initiative référendaire, nous pouvons construire un système qui fait enfin passer le politique avant l'économique.
Enfin, même si ça semble accessoire, le roi est aussi symbolique. Le roi incarnera publiquement la sobriété, la protection du territoire et la transmission. Il faut bien se mettre dans le crâne que la royauté, c'est pas Louis XIV, c'est pas le roi Soleil. C'est un régime politique qui est bien au-delà de tout ça. Les grandes transitions ont besoin d'un récit, d'un symbole qui donne du sens au sacrifice. La monarchie offre un imaginaire fort, la continuité historique, le devoir vis-à-vis des générations futures et le service de la nation. La croissance et la décroissance sont donc un faux dilemme. Je crois, moi, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, que la décroissance, on va pas y couper. Parce que ce qui a permis la croissance... Mais vous la souhaitez? C'est même pas le sujet pour moi. Est-ce que je souhaite vieillir? Non, absolument pas. Est-ce que je vieillis? Oui, c'est un fait. Donc ça veut dire que la décroissance pour vous semble inéluctable? Oui, elle est inexorable pour moi. Elle est aussi inexorable que le fait que je vieillisse, et aussi sympathique ou peu sympathique, selon la façon qu'on va avoir de le gérer. Mais je crois que de dire il n'appartient qu'à nous de faire en sorte que l'avenir soit de la croissance ou de la décroissance, je pense que malheureusement c'est une mauvaise manière de voir le problème. Je pense que nous allons avoir de la décroissance des flux physiques de façon absolument inexorable, et donc ça sera physiquement plus dur de construire 1 mètre carré, physiquement plus dur de déplacer 1 tonne à 100 km/h, physiquement plus dur de faire 1 mètre carré de tissu rapidement. En plus d'être un faux dilemme, c'est un dilemme qui se fait encore dans un cadre libéral et capitaliste. N'utilisons plus leurs mots et leurs concepts, faisons valoir les nôtres. Il ne vaut même plus qu'ils manipulent des concepts fondés sur des abstractions et des conventions. Ce que nous voulons, c'est de faire croître la qualité de vie et décroître ce qui détruit notre monde et notre âme, la production et la consommation névrotique de biens et de services. Et nous le ferons avec lucidité, en gardant les moyens de nous défendre, en planifiant sur plusieurs générations et en transmettant une France où nos enfants auront encore envie de vivre. Bienvenue dans l'économie de la post-croissance, bienvenue dans la monarchie organique.